Ça fait un petit moment que je prépare une vidéo sur les différences cérébrales entre les hommes et les femmes, ainsi que sur leurs origines. Cependant, il y a une partie du sujet qui est trop riche en informations et du coup j'avais peur de perdre un peu les gens en n'en faisant qu'une seule vidéo. Comme en plus c'est un sujet qui s'auto-suffit, je me suis dit que je pouvais en faire une vidéo à part. Ce sujet, vous l'avez vu au titre, c'est la menace du stéréotype. Alors la menace du stéréotype, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un concept développé pour expliquer les différences de résultats entre plusieurs démographies. Nous, on va s'intéresser uniquement aux différences entre les hommes et les femmes, pas entre les ethnies, entre les diverses classes d'âge, etc. Il prétend que si les femmes ont de moins bons résultats que les hommes et sont sous-représentées dans divers domaines, donc quasiment tous les domaines prestigieux en fait, c'est pas parce qu'elles sont moins performantes ou alors moins impliquées, ce serait dû au patriarcat, aux stéréotypes, etc. Avant de s'intéresser à la menace en elle-même, j'ai jugé pertinent de se demander si les prémices à l'existence de cette menace étaient remplies. Ça paraît bête comme questionnement, mais visiblement personne n'est foutu de se la poser, alors allons-y. Les féministes partent du principe que les femmes sont enfermées dans leur rôle maternel, que les productions artistiques comme les films ou les livres par exemple en sont l'une des causes. Une autre des causes serait l'éducation. Alors ces prémices sont-elles remplies ? Dans le cinéma, on nous dit tout le temps qu'elles sont sous-représentées en nous citant quelques exemples. On pourrait très bien en citer plein des contre-exemples. Il faudrait voir plus largement. Alors j'ai rien trouvé pour le cinéma, en revanche pour la littérature, que voit-on ? Sans réelle surprise, que les perceptions féministes de la réalité ne sont que les manifestations de leur psychose. En littérature, il y a en réalité à peu près autant de femmes et filles montrées comme masculines, qu'il y a d'hommes et de garçons qui le sont dans la littérature depuis les années 20. Mais la littérature n'est qu'un des aspects culturels. Par ailleurs, les médias ont une plus grande influence que la littérature ou le cinéma, par exemple. Soit. Dans la méta-analyse, les chercheurs observent que cette menace influe négativement sur les résultats, et ce de manière plutôt modérée. Sauf qu'en réalité, un biais a été mis en évidence dans cette même publication. C'est un biais de publication, en gros ce que ça veut dire c'est que seuls, ou principalement en tout cas, les études qui valident l'hypothèse sont publiées. L'effet serait en fait plutôt faible, inférieur à 0,3, bien que persistant, donc ça reste un effet faible, mais voilà, c'est pas négligeable. Par ailleurs, les auteurs précisent que les études les moins rigoureuses avaient plus de chances de trouver l'existence de cette menace en lien avec les médias. A contrario, les études peu rigoureuses mais ne validant pas la menace du stéréotype sont plutôt rares. Ainsi, plus la publication a un échantillon large, moins elle a de chances d'avoir trouvé un effet significatif. Ce qui est assez rare quand même. Quand quelque chose existe, plus on a un échantillon large, plus on a de chances de trouver sa présence avec précision. Là, il semblerait que plus l'échantillon est large, moins on a de chances de la trouver. Bon. Et malgré cela, les deux chercheurs considèrent leurs résultats comme validant l'hypothèse de la menace du stéréotype. Ils ne prennent pas en compte ces limitations pourtant majeures ni dans leur introduction ni dans leur conclusion. Ils montrent ainsi un effet de 0,38 qu'ils savent pourtant très fortement biaisé et en réalité peu fiable. L'effet mesuré est en réalité faible et repose sur des études peu fiables. Une étude plus récente, celle de Will en 2018, est fiable, c'est une étude préenregistrée avec un échantillon correct et un groupe contrôle, etc., conclut que même si les médias pouvaient influencer l'intériorisation des stéréotypes, ils n'ont apparemment pas d'impact négatif sur la motivation ni les résultats des petites filles. Rien de concluant toujours pour l'instant donc. Passons maintenant à l'éducation. Avant de se demander si l'éducation est genrée, regardons si cette question est réellement pertinente. On sait que les jumeaux élevés ensemble ou dans des familles différentes sont tout autant identiques les uns que les autres arrivés à l'âge adulte. Pourtant, ils ont grandi dans des environnements différents, avec une éducation différente. Pourtant, ils sont identiques, leur similarité persiste. A l'inverse, des enfants adoptés mais élevés dans la même famille ne sont pas plus identiques que deux individus de la population générale. Là, on a donc deux individus qui ont un patrimoine génétique différent, mais qui ont reçu la même éducation, grosso merdo, et vécu dans le même environnement. Pourtant, ils ne se ressemblent pas plus que ça. Simplement constater un parent alcoolique, par exemple, et l'alcoolisme de sa progéniture ne suffit pas à conclure à l'influence comportementale du parent sur l'enfant. C'est le fameux corrélation n'est pas causalité. L'alcoolisme du parent est certainement dû à une prédisposition génétique. Prédisposition génétique qu'il a transmise à l'enfant. Ce n'est pas exclusivement l'alcoolisme apparent du parent qui est responsable de l'alcoolisme de l'enfant. Ce qui est perçu comme une cause, l'alcoolisme apparent du parent, et sa conséquence, l'alcoolisme de l'enfant, ne sont en fait que deux conséquences d'une même chose, une prédisposition génétique à l'alcoolisme. Évidemment, ceci n'implique pas que l'éducation n'a strictement aucune influence, simplement qu'on se fourvoie bien souvent sur l'ampleur de son influence. Quand on observe les enfants d'enseignants devenir à leur tour enseignants, c'est certainement dû à une transmission innée d'une certaine intelligence, curiosité et d'un altruisme. Quand un enfant grandit dans un contexte violent, s'il devient lui-même violent à l'âge adulte, c'est certainement parce qu'il est génétiquement prédisposé à l'être. Quoi qu'il en soit, avec ces limitations en tête, l'éducation des enfants est-elle si genrée que ça ? Intéressons-nous à un sujet cher aux féministes, l'indépendance. Les femmes sont de nature forte et indépendante, mais si dans la pratique elles le sont moins que les hommes, ce serait dû du coup à l'éducation. Est-ce réellement le cas ?
Là encore, il semblerait que non, et à vrai dire depuis les années 90, les filles sont davantage éduquées que les garçons à l'être. Ainsi, aujourd'hui, les filles sont plus éduquées à être fortes et indépendantes que les garçons, dans la même mesure que ne l'étaient les garçons par rapport aux filles dans les années 70. Mais en réalité, même depuis les années 70, ces différences sont vraiment très minimes. Les différences d'éducation sont négligeables. Par ailleurs, ça peut paraître con, mais c'est un aspect qui est constamment négligé, c'est que l'éducation des parents est fortement influencée par les enfants. Les parents s'adaptent énormément au comportement, aux réactions et à la psychologie de l'enfant. En conclusion sur cette première partie concernant les prémices de la menace du stéréotype, on voit que l'art et l'éducation ne sont pas si genrés que ça. Quand ils le sont, ils tendent à être en désaccord avec une voire deux générations avec le sentiment féministe disant que les filles et les femmes ne sont pas encouragées à être fortes et indépendantes, voire même découragées, contrairement aux garçons et aux hommes. On voit aussi que l'influence de l'éducation, du cinéma et des médias, etc. semble surestimée et que l'influence génétique semble, elle, sous-estimée. Il est donc très peu probable que les prémices à l'existence de cette menace ne soient remplies. Pourtant, ce sujet reste très sérieusement étudié. Faisons comme si de rien n'était et passons à la menace de la mesure elle-même. Les résultats ne sont pas consensuels. Au total, 7 méta-analyses ont été réalisées à ce jour. 4 sur 7 concluent que cette menace existe bel et bien. Les résultats sont donc à première vue équivoques, avec un léger avantage en faveur de l'hypothèse de la menace du stéréotype. La réalité est tout autre. Premièrement, la méta-analyse d'Nguyen et Ryan a été invalidée par Zigerel en 2017 pour des problèmes méthodologiques. Invalidation qui a été validée par les chercheurs eux-mêmes. Parmi les 3 méta-analyses valides dans l'hypothèse qui restent, on voit que celle de Walton et Cohen ainsi que celle de Pichot, Rodriguez et Fini concluent seulement à un effet faible. Et la dernière méta-analyse concluant à l'existence de cette menace trouve au contraire un effet plutôt modéré. Si cette menace existe, donc, elle aurait un effet faible à modéré. Et ça, c'est selon les études validant cette hypothèse. Concernant les 3 autres méta-analyses, on observe 3 choses. La recherche est biaisée, et notamment les méta-analyses validant cette hypothèse, à cause d'un biais de publication très fort. En corrigeant ce biais, l'effet est au mieux faible. Il varie entre un effet faible et pas d'effet du tout. Et là encore, les études validant l'hypothèse de la menace du stéréotype semblent être les moins fiables. En résumé, sur les 7 études, seule une conclut à un effet modéré au maximum. Les autres trouvent un effet faible, voire nul, et insistent sur les biais méthodologiques des études et des méta-analyses exagérant artificiellement l'ampleur de cet effet. Et il s'agit de la position défendue par les études les plus récentes. Chose importante toutefois, des suspicions de manipulation malhonnête des données ont été formulées, dans la méta-analyse de 2015 notamment, mais elles ont été invalidées. Les chercheurs semblent très probablement être biaisés, mais pas malhonnêtes. Il me semblait important de le préciser toutefois. Des études plus larges et plus récentes et sans ces problèmes et limitations ont récemment été publiées. L'une sur plus de 2000 élèves et l'autre sur plus de 11 000 élèves, donc c'est pas rien. Et sans réelle surprise, ces études étant rigoureuses et portant sur des échantillons larges, elles ne valident pas la présence de cette menace. Comme prédit par les précédentes méta-analyses, les études plus récentes et plus fiables ne trouvent tout simplement pas d'effet. Suite à ces méta-analyses, certains retours critiques ont été formulés, notamment par Régnier, qui est une pointure dans le domaine. Elle rappelle notamment que la menace du stéréotype serait plus importante chez les très bonnes élèves sur la base de ses propres études, ainsi que sur la première méta-analyse, celle de 2003. Ceci est en contradiction avec celle de 2008, mais je rappelle qu'on l'a mise de côté précédemment. On conclut alors plusieurs choses. Si la menace existe, elle est au mieux faible. Elle concerne uniquement les très bonnes élèves. Parmi ces très bonnes élèves, elle concerne uniquement celles qui ont conscience de ces stéréotypes. Et parmi les très bonnes élèves qui ont conscience de ces stéréotypes, elle concerne uniquement celles qui y sont sensibles. Malgré tout ça, elle conclut que la menace du stéréotype semble persister. Ils ont pour cela réanalysé leurs données de 2009. Cependant, comme précisé précédemment, les études validant cette menace sont souvent peu fiables. Ici, il s'agit d'un échantillon d'une 60aine de garçons et d'une 60aine de filles. Sauf qu'ils les ont répartis sur 2 tests. Au final, on se retrouve avec 25 filles et 41 garçons pour le premier test, et 32 filles et 28 garçons pour le deuxième. On a donc des échantillons de 30 personnes. Difficile de conclure quoi que ce soit sur la base de tels échantillons, et peu importe la valeur P ici. L'échantillon est trop faible, donc la valeur P n'a aucune valeur. Alors aussi, il y a un truc intéressant, à ne pas confondre avec le stéréotype Lift, l'hypothèse du maire est forte. Alors ça prétend pas que les élèves non stéréotypés ont de meilleurs résultats que les autres, ça prétend que les élèves stéréotypés ont de meilleurs résultats que les autres. Les filles soumises à des stéréotypes négatifs à propos des filles ont de meilleurs résultats que les garçons. Il s'agit de dire qu'en fait, une fois que la petite fille a pris connaissance de stéréotypes et qu'elle les a intégrés, elle va redoubler d'efforts pour obtenir des résultats meilleurs.
Donc voici 3 études sur le sujet assez récentes. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, quand ces chercheurs-là trouvent que les populations concernées par la menace du stéréotype ont de moins bons résultats, ils concluent que ça valide l'hypothèse de la menace, parce que ils ont une pression et du coup voilà, leur potentiel est bridé. Soit. Sauf que quand ils ne trouvent pas ça, et quand ils trouvent précisément l'inverse, c'est-à-dire que ces mêmes élèves stéréotypés ont de meilleurs résultats, et ben là aussi, ça valide l'hypothèse de la menace. Parce que du coup, là, la pression, elle a un effet différent. Là, d'un coup, c'est plus que leurs performances sont bridées, c'est qu'elles sont boostées. Ceci n'a tout simplement aucun sens. L'hypothèse est construite de sorte à être fallacieusement irréfutable. En conclusion, la menace du stéréotype fait beaucoup de bruit pour en réalité pas grand-chose. Les prémices sont difficilement remplies, il existe un sérieux biais de publication, en parallèle de divers problèmes méthodologiques. Plus l'étude est sérieuse et l'échantillon large, moins elle a de chances d'appuyer cette hypothèse. Il n'y a pas de manipulation intentionnelle et malhonnête des données. Malgré toutes ces limitations, l'effet est au mieux faible, voire nul, soit très local. Il existe de nombreuses inconsistances théoriques et l'hypothèse est fallacieusement non falsifiable. Et enfin, les efforts mis en place pour contrer cette menace semblent être vains. Et ironiquement, il se pourrait que l'hypersensibilisation à ces problèmes dans le but de les contrer ait l'effet inverse, comme on avait déjà pu le remarquer pour le mythe du plafond de verre ou de l'écart salarial. À noter que cet effet inverse au sujet de la menace du stéréotype ne fait pas consensus. En revanche, ce qui fait consensus, c'est qu'on retrouve ce phénomène à très grande échelle. C'est ce qu'on appelle le Gender Equality Paradox, et ce sera le sujet de mes dernières vidéos, avec en bonus une vidéo sur l'amour des femmes. Pour avoir un aperçu de ces prochaines vidéos et pour consulter les sources de la vidéo que vous visionnez actuellement, je vous redirige vers le site Mecto France.